Chapitre 2. Après avoir franchi les portes-fenêtres, nous avons suivi un chemin de dalles rouges qui, partant du garage, longeait la pelouse. Le chauffeur, qui avait un air juvénile, avait sorti une grosse berline noire et chrome, et il la nettoyait. Le chemin nous mena à une porte sur le côté de la serre. Le majordome l'ouvrit et me laissa passer. J'entrai dans une sorte de vestibule, presque aussi chaud qu'une étuve. Il m'y suivit, ferma la porte extérieure et ouvrit une porte intérieure, que nous franchîmes. Alors, il fit vraiment chaud. L'air était épais, humide, vaporeux, et saturé de l'écœurante odeur des orchidées tropicales en floraison. Le verre des murs et du toit était fortement embué, et de grosses gouttes de condensation tombaient sur les plantes. La lumière était d'un verdâtre irréel, comme si elle filtrait à travers un aquarium. Les plantes remplissaient la serre, une forêt de plantes, avec de vilaines feuilles charnues, et des tiges comme des doigts de cadavres fraîchement lavés. Elles empestaient comme de l'alcool qu'on aurait fait bouillir sous une couverture. Le majordome fit de son mieux pour m'y faire progresser sans que je ne sois giflé par les feuilles trempées, et au bout d'un moment nous sommes arrivés à une clairière au milieu de la jungle, sous le toit en dôme. Là, sur un sol de dalles hexagonales, était étendu un vieux tapis turc rouge, et sur le tapis il y avait un fauteuil roulant, et dans le fauteuil roulant il y avait un vieillard, de toute évidence, à l'article de la mort, qui nous regardait venir avec des yeux noirs dont le feu s'était éteint depuis longtemps, mais qui avait encore la franchise noire de charbon des yeux du portrait accroché au-dessus de la cheminée dans le hall. Tout le reste de son visage n'était qu'un masque de plomb. Les lèvres étaient exsangues, le nez émacié, les tempes creusées, et les lobes des oreilles tournés vers l'extérieur, autant de signes de l'anéantissement tout proche. Son corps filiforme était enveloppé, par cette chaleur, d'une couverture de voyage et d'un peignoir défraîchi. Ses mains maigres, aux ongles violacés, tels des griffes, étaient mollement repliées sur la couverture. Quelques mèches de cheveux blancs et rêches s'accrochaient à son crâne, comme des fleurs sauvages luttant pour survivre sur un rocher nu. Le majordome vint à lui et lui dit « Mon général, voici monsieur Marlowe. » Le vieillard ne bougea pas, ne parla pas, ne hocha même pas la tête. Il se contenta de me regarder, sans donner le moindre signe de vie. Le majordome poussa une chaise d'osier trempée derrière mes jambes, et je m'assis. Il prit mon chapeau d'un geste adroit et rapide. Alors, le vieillard alla chercher sa voix au fond d'un puits, et dit « Brandy, Norris. Comment aimez-vous votre brandy, monsieur ?»« De toutes les façons, dis-je. » Le majordome s'éloigna parmi les abominables plantes. Le général se remit à parler, lentement, utilisant ses forces aussi précautionneusement qu'une danseuse au chômage utilise sa dernière paire de bas au bon état. « Le mien, je l'aimais avec du champagne. Du champagne aussi frais que Valley Forge, avec en dessous environ un tiers de brandy. Vous pouvez ôter votre manteau, monsieur. Il fait trop chaud ici pour un homme qui a du sang dans les veines. » Je me suis levé, je me suis extirpé de mon manteau, et avec un mouchoir je me suis essuyé le visage, le cou et le dos des poignets. Saint-Louis en août ne pouvait rivaliser avec cet endroit. Je me suis rassis, je me suis machinalement tâté à la recherche d'une cigarette, et puis je me suis ravisé. Le vieillard avait perçu mon geste. Il me sourit faiblement. « Vous pouvez fumer, monsieur. J'aime l'odeur du tabac. » J'ai allumé une cigarette, et je lui en ai envoyé une bouffée. Il l'a reniflée comme un terrier devant un trou de rat. Son faible sourire étira les coins ombrés de sa bouche. « C'est bien triste quand un homme ne peut plus s'adonner à ses vices que par procuration, » dit-il sèchement. « Vous avez devant vous la très pâle survivance d'une vie plutôt haute en couleur, un infirme paralysé des deux jambes, et qui n'a plus que la moitié de son ventre. Je ne peux presque plus rien manger, et mon sommeil ressemble tellement à mon éveil qu'il mérite à peine son nom. On dirait que je n'existe que grâce à la chaleur, comme un bébé araignée, et les orchidées sont un prétexte pour la chaleur. Aimez-vous les orchidées ? » ?»« Pas spécialement, dis-je. » Le général ferma à demi les yeux. « Ce sont de vilaines choses. Leur chair ressemble trop à celle des humains, et leur parfum à la douceur putride des prostituées. » Bouche bée, je le fixai. La chaleur humide et douce faisait comme un linceul autour de nous. Le vieillard hocha la tête, et son cou sembla avoir peur du poids de sa tête. Puis le majordome revint, poussant une desserte à roulettes à travers la jungle.
Il me prépara un brandy soda, couvrit le seau à glace d'une serviette humide et s'en alla à pas feutrés parmi les orchidées. Derrière la jungle, une porte s'ouvrit et se referma. J'ai siroté mon verre. Le vieillard se léchait les lèvres en me regardant, encore et encore, passant lentement une lèvre par-dessus l'autre, avec la concentration funéraire d'un croque-mort se désinfectant les mains. « Parlez-moi un peu de vous, monsieur Marlowe. Je suppose que j'ai le droit de vous le demander. »« Bien sûr, mais il n'y a pas grand-chose à raconter. J'ai 33 ans, j'ai fait un passage à l'université, et je sais encore parler l'anglais en cas de besoin. Ça n'arrive pas souvent dans ma branche. J'ai travaillé pour monsieur Wilde, le procureur du district, au poste d'enquêteur. Bernie Halls, son enquêteur en chef, m'a appelé et m'a dit que vous vouliez me voir. Je ne suis pas marié car je n'aime pas les femmes de policiers. »« Et vous êtes quelque peu cynique, » dit le vieillard en souriant. « Ça ne vous a pas plu de travailler pour Wilde ? » ?»« On m'a viré, pour insubordination. Je suis très enclin à l'insubordination, mon général. »« Moi aussi, je l'ai toujours été, monsieur. Je suis heureux d'entendre ça. Que savez-vous au sujet de ma famille ? » ?»« On m'a dit que vous êtes veuf et que vous avez 2 filles, toutes les 2 jeunes, jolies et intenables. L'une d'elles s'est mariée 3 fois, la dernière fois avec un ex-bootlegger connu dans le milieu sous le nom de Rusty Reagan. Voilà tout ce que j'ai entendu, mon général. Parmi tout ça, est-ce que quelque chose a spécialement retenu votre attention ? La partie concernant Rusty Reagan, peut-être, mais personnellement, je me suis toujours bien entendu avec les bootleggers. Il sourit de son petit sourire économe. Moi aussi, dirait-on. J'aime beaucoup Rusty, un grand Irlandais de Clonmel, avec une tignasse bouclée, des yeux tristes, et un sourire aussi large que Wilshire Boulevard. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit qu'il devait être ce que probablement vous pensez de lui, un aventurier qui se serait retrouvé à frayer dans de la soie. « Ça se voit que vous l'aimez bien, dis-je. Vous avez appris à parler sa langue. » Il glissa ses fines mains exsangues sous la couverture. J'ai écrasé mon mégot et j'ai fini mon verre. Il était le souffle de ma vie, quand il était encore là. Il passait des heures avec moi, à suer comme un cochon, à boire des litres de brandy et à me raconter des histoires de la Révolution irlandaise. Il avait été officier dans l'IRA. Il ne résidait même pas légalement aux États-Unis. Ce mariage était ridicule, bien sûr. Il n'a même pas dû durer 1 mois en tant que mariage. Je vous raconte des secrets de famille, monsieur Marlowe. Ils resteront des secrets, dis-je. Mais que lui est-il arrivé ? Le regard du vieillard se figea. Il est parti, il y a 1 mois, subitement, sans un mot pour personne, sans me dire au revoir. Ça fait plutôt mal, mais il a été élevé à la dure. J'aurai de ses nouvelles un de ces jours. En attendant, on essaye encore de me faire chanter. Encore ? Il sortit ses mains de sous la couverture, tenant une enveloppe brune. Je n'aurais pas aimé être à la place de celui qui aurait essayé de me faire chanter pendant que Rusty était encore là. Quelques mois avant son arrivée, cela fait maintenant 10 mois environ, j'avais donné $5000 à un certain Joe Brody pour qu'il fiche la paix à Carmen, ma fille cadette. « Ah, dis-je. » Il fit bouger ses maigres sourcils blancs. « Que voulez-vous dire ?»« Rien, dis-je. » Il se mit à me scruter, fronçant à demi les sourcils. Puis il dit « Prenez cette enveloppe et examinez-la, et servez-vous en brandy. » Je pris l'enveloppe sur ses genoux et revins m'asseoir. Après avoir essuyé les paumes de mes mains, je la retournai. Elle était adressée au général Guy Sternwood, 3765 Alta Brea Crescent, West Hollywood, Californie. L'adresse était écrite à l'encre, dans le script en italique qu'utilisent les ingénieurs. L'enveloppe était ouverte, j'en tirai une carte brune et 3 Bristol blancs. La carte était d'un fin verger, avec imprimé en lettres dorées « Monsieur Arthur Gwyn Geiger ». Pas d'adresse. En tout petit dans le coin inférieur gauche, livre rare et édition de luxe. Au dos de la carte, encore dans le script en italique, « Cher monsieur, en dépit de l'irrecevabilité légale des pièces ci-jointes, qui en toute franchise représentent des dettes de jeu, je suppose que vous voudrez bien les honorer. Avec tout mon respect, A. G. Geiger. » J'étudiais les Bristol. C'étaient des formulaires de reconnaissance de dette, renseignés à l'encre, datés de différents jours du mois précédent, septembre. Sur sa requête, je m'engage à payer à Arthur Gwyn Geiger la somme de $1000 sans intérêt. Valeur reçue, Carmen Sternwood. La partie manuscrite était d'une écriture simplette et désordonnée, avec plein d'épaisses fioritures et des cercles à la place des points. Je me suis préparé une autre mixture, j'en ai bu quelques gorgées, puis j'ai mis de côté les pièces à conviction.
Qu'en concluez-vous? Demanda le général. Rien pour l'instant. Qui est cet Arthur Gwyn Geiger? Je n'en ai pas la moindre idée. Qu'en dit Carmen? Je ne lui ai pas demandé. Je n'en ai pas l'intention. Si je le faisais, elle se mettrait à sucer son pouce en prenant son air timide. Je dis: je l'ai rencontrée dans le hall, elle m'a fait le coup, puis elle a tenté de s'asseoir sur mes cuisses. Rien ne changea dans son expression. Ses mains fermées reposaient tranquillement sur la couverture, et la chaleur, qui faisait de moi un dîner bouilli de Nouvelle-Angleterre, ne semblait pas même le réchauffer. « Dois-je rester poli ?» demandai-je, « ou bien m'autorisez-vous à être naturel ?» Je n'ai pas remarqué que vous souffriez de beaucoup d'inhibition, monsieur Marlowe. Est-ce que vos deux filles sont souvent ensemble? Je ne pense pas. Je crois qu'elles suivent deux routes, séparées et légèrement divergentes, vers la perdition. Viviane est gâtée, intelligente et impitoyable. Carmen n'est qu'une enfant qui aime arracher les ailes des mouches. L'une comme l'autre, elles n'ont pas plus de sens moral qu'un chat. Et moi non plus. Aucun des Sternwood n'en a jamais eu. Continuez. Elles ont reçu une bonne éducation, je suppose, elles savent ce qu'elles font. Viviane a fréquenté de bonnes écoles plutôt snobs, puis elle est allée à l'université. Carmen est passée par une demi-douzaine d'écoles à la libéralité de plus en plus grande, pour finalement revenir à son point de départ. Je suppose qu'elles ont eu et qu'elles ont toujours tous les vices habituels. Si j'ai l'air un peu sinistre en tant que père, monsieur Marlowe, c'est que je n'ai plus assez de prise sur la vie pour me permettre d'afficher de l'hypocrisie victorienne. Il pencha la tête en arrière et ferma les yeux, puis les rouvrit soudainement. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'un homme qui s'adonne pour la première fois à la paternité à l'âge de 54 ans ne reçoit que ce qu'il mérite. Sirotant mon verre, j'acquiesçai. On voyait battre son pouls sur sa maigre gorge grise. Il battait si lentement que c'était à peine un pouls. Un vieillard aux 2/3 mort, et néanmoins toujours persuadé qu'il pouvait encore y arriver. « Vos conclusions » lança-t-il soudain. « Je le paierai. »« Pourquoi ?» C'est bien peu d'argent face à beaucoup d'ennuis. Il doit y avoir quelque chose derrière tout ça, mais personne ne va vous briser le cœur si cela n'a déjà été fait. Et ça prendrait énormément de temps à énormément d'arnaqueurs pour vous dérober suffisamment d'argent pour que vous le remarquiez. J'ai ma fierté, monsieur, dit-il froidement. Quelqu'un compte là-dessus? C'est la manière la plus simple de le piéger. Ça, ou bien la police. Geiger pourrait réclamer l'argent en s'appuyant sur ses documents, à moins que vous ne puissiez démontrer qu'il y ait fraude. Contre toute attente, il vous les remet, et il avoue que ce sont des dettes de jeu, ce qui vous donne une défense, et ce même s'il les avait gardées. Si c'est un escroc, il sait ce qu'il fait. Et si c'est un honnête homme qui tient une petite affaire de prêt en parallèle, il mérite de récupérer son argent. Qui était ce Joe Brody à qui vous aviez donné les $5000? Une espèce de joueur, je ne m'en souviens pas bien. Norris devrait savoir, mon majordome. Vos filles ont-elles de l'argent à leur nom, mon général? Viviane en a, mais pas grand-chose. Carmen est encore mineure en ce qui concerne le testament de sa mère. Je leur donne à toutes les deux beaucoup d'argent de poche. Je peux vous débarrasser de ce Geiger, mon général, si c'est ce que vous voulez. Quel qu'il soit et quoi qu'il est. Cela devrait vous coûter un peu d'argent, en plus de ce que vous me donnez. Et bien sûr, cela ne vous mènerait nulle part. Ça ne sert jamais à rien de leur graisser la patte. Vous figurez déjà sur leur liste des personnes intéressantes. Je vois. Dans son peignoir rouge fané, il haussa ses épaules pointues. Il y a un instant, vous me disiez de le payer, et maintenant vous dites que ça ne servirait à rien. Je voulais simplement dire qu'il serait peut-être plus facile et moins onéreux de se laisser un peu plumer, c'est tout. J'ai bien peur d'être un homme plutôt impatient, monsieur Marlowe. À combien s'élèvent vos honoraires? Je touche 25 $ par jour, plus les frais, quand j'ai de la chance. D'accord, ça m'a l'air plutôt raisonnable, s'agissant de retirer des excroissances morbides du dos des gens. L'opération est très délicate. J'espère que vous en avez conscience. Vous veillerez à choquer le moins possible le patient pendant l'opération. Il pourrait y en avoir d'autres, monsieur Marlowe. J'avais fini mon deuxième verre, et j'essuyais mes lèvres et ma figure. Avec le brandy que j'avais dans le corps, la chaleur n'avait pas du tout diminué. Le général me fit un clin d'œil, et il remonta sa couverture. Puis-je passer un accord avec ce type, si je sens qu'il est presque honnête? Oui, l'affaire est maintenant entre vos mains. Je ne fais jamais les choses à moitié. Je vais vous en débarrasser, dis-je. Il n'aura pas le temps de comprendre ce qui va lui tomber dessus. Je suis sûr que vous y arriverez. Et maintenant, veuillez bien m'excuser. Je suis fatigué. Il tendit la main,
et pressa la sonnette fixée sur le bras de son fauteuil. Le fil était relié à un câble noir qui serpentait le long des profonds caissons verts sombres dans lesquels croissaient et proliféraient les orchidées. Il ferma les yeux, les rouvrit brièvement sur un regard intense, puis se replongea dans ses coussins. Ses paupières étaient retombées, il ne m'accordait plus d'attention. Je me suis levé, j'ai retiré mon manteau du dos de la chaise trempée, et je suis parti à travers les orchidées. Après avoir franchi les 2 portes, je suis resté un moment dehors, dans l'air frais d'octobre, à me procurer de l'oxygène. Là-bas, près du garage, le chauffeur était parti. D'un pas souple et léger, le majordome venait le long du chemin rouge, le dos droit comme une planche à repasser. J'ai enfilé mon manteau en le regardant venir. Il s'arrêta à un pas de moi et dit d'un ton grave. « Madame Reagan voudrait vous voir avant que vous ne partiez, monsieur. Et quant à l'argent, le général m'a ordonné de vous faire un chèque pour tout ce dont vous auriez besoin. » Il vous a ordonné comment ? Il passa de la perplexité au sourire. « Ah, je vois, monsieur. Vous êtes un détective, bien sûr. Par la façon dont il a sonné. »« Vous signez ces chèques ? » ?»« J'ai ce privilège. Cela devrait vous éviter de finir dans une tombe de pauvres. Pas d'argent pour le moment, merci. À quel sujet Madame Reagan veut-elle me voir ? » Ses yeux bleus m'accordèrent un regard direct et doux. « Elle se fait une fausse idée du but de votre visite, monsieur. » »« Qui lui a parlé de ma visite ? » ?»« Ses fenêtres donnent sur la serre. Elle nous a vus y entrer, et j'ai été obligé de lui dire qui vous étiez. »« Je n'aime pas ça, dis-je. » Ses yeux bleus se gelèrent. « Essayeriez-vous de me dicter mes devoirs, monsieur ? » ?»« Non. Mais je prends bien du plaisir à tenter de deviner en quoi ils consistent. » Nous nous sommes observés pendant un moment, puis, après m'avoir lancé un féroce regard bleu, il fit demi-tour.